Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Aujourd'hui, nous allons faire les 10 caractéristiques principales de la XF1 et comment s'en servir. Donc, nous allons premièrement vous montrer comment on allume la XF1. Donc, en ouvrant la boîte, quand vous allez recevoir votre appareil, vous allez voir qu'il y a un collant sur le haut du boîtier pour vous montrer exactement comment ouvrir et se servir de la lentille. Donc, on voit ici en haut du boîtier, on voit deux petits points rouges qui sont alignés et ceci indique que l'appareil est éteint. Donc, la première chose qu'on va mettre, on va mettre l'appareil en stand-by. Donc, pour le mettre en stand-by, on ouvre tout simplement juste une petite rotation de la lentille et on ressort la lentille tranquillement. Et on ferme ou on complète la rotation pour qu'on puisse voir que maintenant, on est en stand-by ici. Maintenant, l'appareil n'est pas allumé, mais il est prêt à partir. Il s'allume plus rapidement de ce moment ici à l'ouverture, il est beaucoup plus rapide. Donc, ça va être avantageux lorsqu'on veut économiser les piles, mais aussi avoir une réaction rapide de l'appareil pour prendre des photos. Donc, pour maintenant l'allumer, il faut tout simplement continuer la rotation pour ouvrir l'appareil et maintenant l'appareil est prêt à partir. Donc, c'est comme ça qu'on ouvre l'appareil. Et maintenant, pour se servir du zoom, c'est un zoom manuel. Donc, tout se transfère à la lentille lui-même. Donc, tout simplement, pour aller au grand angle en téléphoto, juste faire la rotation de la lentille. Donc, c'est complètement manuel. Il n'y a aucun moteur et ça ne nuit pas à la performance des piles. Aussi, sur l'écran, vous allez voir ici au fond de l'écran les valeurs en mode, en équivalence de 35 mm, d'un appareil 35 mm, pour vous donner votre focale ou vos données en ce qui concerne votre grand angle, votre téléphoto. Toutes les autres informations, dépendant dans quel mode, s'affichent ici aussi. Donc, comme tout appareil compact, vous avez plusieurs modes de prise de photo. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment s'en servir en mode manuel. Donc, ici, on voit que le boîtier est en mode EXR. Donc, je vais allumer l'appareil. Le mode EXR, ça, c'est notre mode automatique avec les zones, les scènes automatiquement déterminées par l'appareil photo. Donc, je vais juste me mettre en mode P. Donc, le mode P, c'est un mode automatique aussi, mais par contre, il ne prend pas en ligne de compte un paysage ou un visage ou l'action ou s'il y a du mouvement. Il fait tout simplement un métrage de lumière et expose selon les données de l'appareil. Donc, ça, c'est le mode P. Le S, c'est pour Shutter Priority ou priorité d'ouverture. Ça, c'est pour la vitesse de l'ouverture, donc le temps ou la durée de temps qu'on expose le capteur. Donc, on peut changer la vitesse de l'ouverture. Donc, en bas ici, nous voyons ici que je suis en mode S, donc priorité d'ouverture, et nous voyons ici en bleu le donné que je suis à 1/60e de seconde. Donc, si je fais tout simplement la rotation de cette molette ici, on voit que ça va changer la vitesse. Ça va vous le montrer ici en bleu, mais en même temps, ça va vous montrer ici les données en changeant pour voir les différentes vitesses. Donc, on peut aller jusqu'à 1/2 millième de seconde en mode priorité d'ouverture et on peut aller jusqu'à aussi long que, si je ne me trompe pas, une demi-seconde. Une seconde, non, c'est 4 secondes. Ah, voilà, 4 secondes. Et donc, c'est 4 secondes pour les longues expositions. Donc, ça, c'est comment le mettre en priorité d'obturateur. Ensuite, le mode A, ou Aperture Priority, ou priorité d'ouverture, ça, c'est l'ouverture de la lentille. Donc, ça, c'est les lamelles qui contrôlent le montant de lumière au capteur, mais aussi la profondeur de champ.
Donc, encore une fois, on se sert de la même molette pour faire les changements de l'ouverture. Donc, au grand angle, on voit ici que c'est à 1,8. En téléphoto, maintenant, on voit que c'est 4,9. Donc, dépendant où est-ce que vous êtes au niveau de la lentille, ça va vous donner un chiffre un petit peu différent dépendant de à quelle focale que vous êtes. Et maintenant, pour le changer, l'ouverture, on peut aller, disons, au grand angle de 1,8. On peut aller jusqu'à F11. Donc, vous avez vraiment des lamelles d'ouverture, donc vous avez vraiment un contrôle de profondeur de champ, que ça soit très profond ou moins profond, un profondeur de champ très étroit. Ça vous donne vraiment une distinction de votre sujet. Donc, ça, c'est pour le mode d'ouverture. Et maintenant, pour le mode manuel, parce que tu peux contrôler les deux, l'ouverture et l'obturateur, indépendants selon vos besoins. Donc, en bas encore, ici, nous voyons les chiffres pour la vitesse d'ouverture, d'obturateur, c'est-à-dire et l'ouverture. Donc, vous voyez ici en bleu ce que c'est l'ouverture qui est en couleur bleue. Donc, ça, c'est l'ouverture qu'on contrôle. Donc, une fois que je fais la rotation de la molette, on voit que ça change l'ouverture. Si je veux changer la vitesse de l'obturateur, j'ai tout simplement à faire la rotation de la molette autour de la molette de contrôle. Ou bien, je peux tout simplement appuyer sur la molette et ça va changer le côté de quelle barre ou de quel contrôle que j'ai. Donc maintenant, j'ai accès à l'ouverture, l'obturateur, c'est-à-dire sur la molette de contrôle et l'ouverture sur la molette de contrôle principale. Donc ça, c'est comment contrôler les appareils en mode manuel. Donc, non seulement que nous avons accès au contrôle manuel de l'appareil, nous pouvons aussi contrôler la mise au point. Donc, souvent, quand on veut, disons, faire de la photographie action, c'est plus à notre avantage d'aller en mode manuel et de choisir notre point de focus avant de commencer les photos pour avoir une réaction plus rapide de l'appareil. Donc, des fois, c'est à notre avantage de faire la mise au point en mode manuel. Donc, pour la simplicité, je vais aller en mode de P et je vais aller dans les menus. Et on voit qu'il y a plusieurs choix dans les menus. Mais ici, on voit qu'on a le mode de mise au point. Donc, je vais choisir le mode de mise au point. Donc, nous avons 5 choix. On a le mode manuel, AF de zone, donc c'est automatique et on peut choisir la zone de mise au point qu'on veut. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a le multi, donc ça, c'est automatiquement choisi par l'appareil. En continu, donc l'appareil va continuellement faire sa mise au point jusqu'à ce que tu sois prêt à prendre ta photo. Et ça fait que la vitesse est un petit peu plus rapide sur les prises en mode automatique. Et en recherche, donc ça va suivre le sujet. Donc ça choisit le sujet avec, disons, une figure et ensuite est capable de choisir, de suivre le sujet pendant qu'il bouge. Donc, les enfants, des choses action sport, ça va nous donner des avantages sur ce côté-là. Donc, pour aller premièrement en mode manuel, on va juste choisir mode manuel pour vous montrer comment faire sa mise au point en mode manuel. Donc, maintenant, quand j'appuie sur le déclencheur, l'appareil ne fait pas sa mise au point, il fait tout simplement un métrage, dépendant de la quantité de lumière disponible. Pour faire l'ajustement de mise au point, il faut tout simplement faire la rotation de la roulette. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que l'image va s'élargir. Donc, je vais juste prendre un petit exemple ici. J'ai la plume ici Fuji. Et je vais commencer. Donc, on voit tout de suite que ça agrandit l'image. Et maintenant, je peux jouer avec ma profondeur de champ. Et voilà. Et donc, c'est assez rapide. Et on voit maintenant que mon sujet est en bien clair et bien au foyer. Et maintenant, si on prend la photo, il n'y a pas de mise au point. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour prendre la photo. Donc, en le visionnant, on va l'agrandir un peu.
Et pour agrandir l'image, il faut tout simplement faire la rotation de la roulette. Donc, on voit qu'on est très clair et pas de flou, c'est très sharp. Donc, ça, c'est comment on peut contrôler la mise au point. Maintenant aussi, si on change l'information que nous avons sur le dos, on peut aussi activer plus d'informations. Et ceci nous donne juste un petit peu plus d'informations de travailler avec. Donc, ça nous donne notre balance de niveau aussi, donc pour s'assurer qu'on est bien au niveau. Donc, c'est comme ça qu'on contrôle la mise au point manuelle de la XF1. Aussi, pour contrôler, si on voulait choisir, disons, une mise de point automatique, on va retourner ici dans les modes de mise au point. On va se mettre en mode multi, en AF zone, c'est-à-dire. Et maintenant, je peux choisir la zone que je préfère pour faire ma mise au point. Donc, en pesant le bouton EFN, ça va me montrer différents choix que je peux choisir, incluant mon choix de mise au point ici. C'est la touche ici pour la vidéo. On appuie sur cette touche et maintenant, on voit un cadrage avec tous les points de mise au point. Il y en a 49 qu'on peut choisir. Donc, pour les changer, on peut tout simplement faire soit la rotation du mode de molette de contrôle principal, ou bien juste faire le en haut et en bas sur le contrôle. Si on veut agrandir ou rapetir la mise au point elle-même, donc on veut qu'il soit plus précis ou moins précis, on a juste à faire la rotation de la petite molette de contrôle en haut ici, donc plus grand à plus petit et encore plus précis. Donc, tantôt, quand on parlait de contrôle de la mise au point, on est obligé de toucher la petite touche ici, EFN. Donc, on va en parler un peu plus de cette touche maintenant pour vous montrer les autres choix que vous avez en pesant cette touche. Donc, on a accès... Ce qu'on voit à l'écran ici représente les touches ici à droite. Donc, en haut, maintenant, la touche de visionnement de photos, c'est notre touche RAW, nos mises au point ou nos points de mise au point automatique pour le foyer. Nous avons ici les rafales, le ISO sur le côté, le balance des blancs et la plage dynamique en bas ici. Et ces touches ici sont toujours les mêmes, c'est votre back ou retour et la touche EFN. Donc, comme ça, on peut choisir soit notre balance des blancs et choisir lequel qu'on veut. Et ensuite, on pèse la touche OK pour confirmer. Nous avons les ISO, mais aussi, ce que nous avons en haut sur l'appareil, c'est la touche FN, donc la touche fonction. Cette touche-là est préprogrammée déjà pour qu'elle soit le ISO. Donc, comme ça, vous avez le choix à vos ISO très près de la main. Ou bien, vous pouvez aussi le programmer. Donc, pour le programmer, on pèse et on tient la touche. Donc, en tenant la touche, maintenant, ça nous donne tous les choix que nous pouvons choisir pour programmer la touche FN ou la touche fonction pour avoir accès à plus d'informations ou plus de choix en ce qui concerne notre qualité de photo. Maintenant, la EFN, elle aussi, elle peut être programmée. Mais par contre, elle n'est pas programmée en tenant la touche. On doit aller dans le menu. Donc, pour aller dans le menu, on voit ici, dans les menus de prise de vue, on voit le réglage de la FN personnelle. Donc, on va choisir lui. Et maintenant, on peut programmer les touches qu'on veut. Comme j'ai déjà la touche ISO sur la FN, je vais changer mon ISO sur le dos pour avoir quelque chose d'autre. Donc, je préfère avoir peut-être mes simulations de films sur ce côté-là. Donc, maintenant, j'ai accès aux différents styles de films Fuji. Donc, j'ai maintenant tout simplement à peser le bouton EFN et maintenant, on voit que j'ai accès au type de film. Je choisis le type de film désiré.
j'aime bien le sépia aujourd'hui, ça me tente, donc on va choisir le sépia. Et comme ça, on a très rapidement accès à différents modes de contrôle ou de modes d'image. La XF1 a plusieurs modes de rafale. Donc, pour avoir accès au mode de rafale, on pèse la touche E et FN encore ici, et on voit les modes de rafale sont ici, donc ça représente la touche en haut de la molette. Et on a maintenant les choix. Ici, c'est des rafales dépendant de quelle qualité de photo vous cherchez. Donc, pour avoir une basse qualité d'image, mais une haute prises par seconde, donc on peut aller jusqu'à 10 prises par seconde en mode très élevé, ou bien on peut aller jusqu'à 6 prises par seconde en mode pour avoir des images à pleine résolution. On a capture d'image optimale. Ceci, ça nous permet de prendre jusqu'à 11 prises par seconde, jusqu'à 16 images, pour être capable de nous aider à anticiper l'action. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, je suis en mode de capture d'image optimale. Donc, en pesant l'ouverture à mi-chemin, on entend que l'appareil prend des photos. Mais par contre, il ne sauvegarde aucun des photos. Ça fait tout simplement le capturer et le tenir dans sa mémoire, dans son buffer, et ça le tient jusqu'à ce qu'on appuie sur le déclencheur au complet. Donc, pour vous montrer un exemple. Donc, ceci était mis au mode à peu près une prise et demie par seconde jusqu'à 7 images. Donc, je vais aller en mode de visionnement d'images. Ma mémoire interne est pleine maintenant. Et donc, on attend tout simplement la lecture des images. Donc, voici mes images. On voit ici en haut la première image et on voit ici les autres images en bas en groupe. Donc, quand on prend des images en rafale, l'appareil va les grouper ensemble. Donc, si je veux regarder au petit groupe ou au groupe complet, j'ai tout simplement appuyé vers le bas sur la molette. Et maintenant, je suis dans les modes pour les 3 images que j'ai prises dans ce cas ici. Donc, ceci nous permet à anticiper l'action. Donc, on peut peser le déclencheur à mi-chemin, suivre notre sujet, et au moment qu'on voit le moment qu'on veut prendre ou capturer, on appuie sur le déclencheur et l'appareil peut sauvegarder les 16 images, disons, avant le déclenchement de l'obturateur, ou bien 15 avant, une après une seconde après. Donc, ceci va vous donner un petit peu plus de flexibilité sur votre prise en rafale pour assurer qu'on est capable de capturer le moment idéal, surtout en mode sport. Et donc ici, nous avons en rafale encore le bracketing. On a plusieurs styles de bracketing. On a bracketing d'exposition. Donc, on a le choix de différentes différences d'exposition ou d'étapes d'exposition. Nous avons aussi le bracketing d'ISO, donc le même concept, sauf au lieu de changer la vitesse de l'obturateur ou l'ouverture, ça va changer le ISO selon les données. Et nous avons aussi pour la simulation de film et la plage dynamique. Donc, pour exposition, moi, je vais prendre, pour vous montrer un exemple, je vais prendre le bracketing. Je vais me mettre en mode P, parfait. Donc, c'est un bracketing d'exposition. Donc, ça prend 3 photos, une après l'autre. Pour le bracketing de simulation de film, par contre, ça prend une photo et tout simplement fait le traitement d'image 3 fois. Donc, c'est une photo 3 fois par rapport à 3 photos dans une prise ou 3 différentes photos, une après l'autre. Donc, on va aller en mode de visionnement. Et voici, on voit l'exposition métrée, un petit peu sous-exposée et encore surexposée encore un peu plus. Donc, je répète, ici, c'est l'image métrée, sous-exposée et surexposée. Donc, on a le choix des 3 images pour avoir la meilleure
exposition donnée quand on n'est pas à 100 sûr de nos besoins dans les circonstances. Donc, comme la plupart de nos appareils, ils ont un mode vidéo en HD jusqu'à 1080p et nous pouvons prendre les photos en même temps que le vidéo. Le vidéo lui-même, c'est un mode automatique avec une recognition de scène. Donc, ça va choisir selon les besoins. S'il y a du monde, il va retrouver le visage du sujet. Donc, juste pour montrer un petit exemple ici, nous voyons, c'est dur à voir sur l'écran, mais la petite case se montre durant le vidéo autour des visages qu'on voit. Donc, ceci nous permet d'avoir une meilleure qualité de vidéo durant l'enregistrement. D'autres choses qu'on peut régler aussi, c'est le mode vidéo lui-même, donc différentes résolutions, dépendant de combien d'images par seconde que nous désirons, ainsi que juste qualité tout simplement, donc 1080, 720, 480, etc. Donc, on peut aller jusqu'à 200 images par seconde en mode vidéo. Donc, ça vous aide à ralentir, faire des vidéos en slow motion ou disons, en ralenti. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, ceci nous permet d'avoir accès à ça. Aussi, le vidéo pour le mode de mise au point en mode vidéo. Donc, ici, nous avons soit le centre ou bien le continu. Donc, le centre, lui, va toujours faire sa mise au point au centre et le continu va suivre le sujet pendant qu'il bouge. Et mode de photo, aussi, on peut choisir soit la priorité de vidéo ou priorité de photo. Ceci nous permet de prendre une photo durant le vidéo, soit sans interrompre le vidéo, donc en basse résolution, ça va vous donner une image d'à peu près 3 mégapixels, mais durant la vidéo, vous n'allez pas voir aucune interruption dans la photo lui-même. Par contre, vous allez voir, quand vous prenez des vidéos à haute résolution ou des photos à haute résolution durant la vidéo, vous allez voir que ça va prendre... vous allez voir une interruption durant la vidéo lui-même. Donc, juste me remettre en haute résolution. Et on se remet en mode vidéo et on prend une vidéo. Et maintenant, je peux prendre une photo. Et maintenant, j'arrête la vidéo. Donc, maintenant, je peux choisir soit priorité. Donc, si je veux plein qualité à 16 mégapixels, avoir accès à toute la qualité de photo que je désire en mode vidéo, vous allez voir, par contre, une petite interruption dans le vidéo. Mais si le vidéo est plus important, là, à ce moment-là, c'est de réduire sa résolution de photo pour assurer une belle qualité de vidéo. Donc, comme tous nos appareils, nous avons encore le mode panoramique. Donc, ici, on voit sur le dos, mais premièrement, pour s'y rendre, on doit se mettre en mode avancé sur la molette en haut. Et ensuite, dans les modes avancés, on peut choisir panorama. Donc, on peut aller jusqu'à 360 degrés, mais pour la démonstration, je vais garder ça à 120. Vous avez aussi le choix de direction. Donc, la direction, on peut soit choisir la prise normale ou bien on peut choisir une en portrait. Et ceci va aider à maximiser la qualité de photo parce qu'on a plus de pixels sur la largeur que de la hauteur. Donc, ceci va nous permettre de se servir de plus de pixels. Et maintenant, on voit ici, il y a une ligne jaune et la direction. Et en haut, ici, on a l'angle. Donc, si on veut juste voir les angles, on a 120, 180, 360 et 360 en mouvement. Le mouvement, ça veut dire tout simplement dire que là, maintenant, nous avons l'habilité de prendre un panorama où est-ce que vous pouvez le visionner à 360 degrés sans avoir aucune interruption ou de commencement du panorama à la fin. Donc, on va commencer notre petite démonstration.
et vous pouvez l'entendre que ça prend plusieurs photos, une après l'autre. Oh, je me suis servi du 360 degrés par accident. Oh, prise. Donc, si vous allez trop lentement sur le balayage, ça va vous interrompre et va dire, OK, faut aller plus vite. Donc, on recommence. Et maintenant, je suis à 120, donc ça va aller un petit peu plus vite. Non, maintenant, je fais mon balayage de 120 degrés et... Oh. Encore trop lent. C'est mieux de le faire sur un trépied, il faut être honnête. Et voilà. Donc, nous avons maintenant notre prise de vue. Donc, je vais en mode de visionnement. Et voici notre panorama. Pour le voir de plus près, pour l'afficher, on doit tout simplement appuyer vers le bas et ça va vous afficher le panorama. Donc, et voilà comment on fait les panoramas en mode avancé. Un autre mode avancé à vous montrer aussi, c'est les filtres ou les différentes prises de vue, filtres avancés qu'on appelle. Donc, je vais aller dans les filtres avancés. Je vais commencer en haut. Donc, il y a l'appareil jouet, donc ça crée des barres ombrées et fait l'effet des petits appareils de jouets d'enfants. Les filtres avancés pour miniature, donc ça fait un flou de haut et de bas pour plus un effet de diaporama. Couleur pop ou couleur vive, ça va améliorer le contraste et va vraiment saturer la photo avec beaucoup de couleurs. Image claire, donc ça améliore la luminosité ou la clarté de l'image, réduit le contraste aussi pour avoir plus de densité et plus éclairci aussi. Des couleurs dynamiques, donc c'est pour avoir des couleurs un peu pop, un peu excitantes, un peu plus vivantes dans la photo lui-même. Et aussi de couleurs partielles. Donc, on a la couleur partielle rouge. Donc, toute la photo est noir et blanc, sauf le rouge, l'orange, le jaune, le vert ou bien le bleu. Donc, pour le vert, je vais choisir le vert parce que j'ai une belle plume verte ici qui va me donner une bonne idée de comment ça va marcher. Donc, je prends ma mise au point. Et voilà. Donc, maintenant, nous avons une photo noir et blanc. Une fois que le traitement d'image, voilà. En noir et blanc, donc toute la photo est en noir et blanc, sauf le vert de la plume elle-même. Donc, ceci nous permet d'avoir un petit peu plus de créativité en ce qui concerne nos photos. Donc, pour la série X de nos appareils, ils ont tous l'habilité de prendre des images en RAW. Donc ça, c'est des images non traitées à l'intérieur de l'appareil. Vous pouvez choisir soit des images en RAW, tout simplement, ou RAW avec l'image traitée à côté. Donc, en pesant le EFN, on voit ici que nous avons accès à notre molette de contrôle à l'intérieur électronique, si on veut, et on voit la touche RAW. Donc, on pèse la touche RAW et maintenant, on a le choix entre RAW, JPEG, RAW ou non. Donc, le JPEG, tout simplement. Donc, j'ai déjà pris une photo en RAW. Donc, ça, c'est une photo en RAW en couleur bien ordinaire. Des fois, on se retrouve qu'on veut changer, disons, on veut enlever la couleur, on veut le JPEG directement en noir et blanc. Mais je ne veux pas perdre l'image originale. Donc, je peux faire le traitement d'image à l'intérieur de l'appareil. Donc, tout simplement, peser le menu durant le visionnement de la photo et on peut voir ici sur le menu
conversion RAW et on pèse vers la droite et ceci nous donne tous les choix qu'on veut. Donc, disons, je voulais changer qu'elle soit en, disons, simulation de film et je voulais qu'elle soit en noir et blanc. Donc, je veux qu'elle soit noir et blanc avec le filtre, disons, jaune. Il est là. Donc, maintenant, je choisis le jaune. Je vois que le détail, je veux qu'il soit un petit peu plus fort, un médium fort. Je peux vraiment choisir même le balance des blancs. Si j'ai mal choisi le balance des blancs, je peux le changer. Ici. Donc, on a beaucoup de différents choix qu'on veut. Une fois qu'on est complété ici, on pèse le EFN et ça va créer le traitement d'image et ça va vous donner le JPEG. Donc, voici le JPEG. Je vais peser OK pour le mémoriser. Voici l'image RAW. Donc, ça ne perd pas l'image originale, mais ça nous permet de faire le traitement d'image directement dans l'appareil lui-même. Donc, ceci maintenant conclut notre vidéo sur les 10 caractéristiques principales. Donc, on vous encourage certainement de nous suivre sur notre post pour plus d'amples d'informations sur les appareils Fujifilm dans le futur.